Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Chers collègues, cher Patrick Couvreur, la thérapeutique médicamenteuse commence par la conception et la synthèse de médicaments, mais une autre difficulté attend le pharmacologue, l'absolue nécessité que le produit pénètre bien dans la bonne cible. Et c'est à cette tâche difficile et délicate que vous vous êtes consacré tout au long de votre vie professionnelle. Après vos études de pharmacie à l'Université catholique de Louvain, vous passez un doctorat d'État en sciences pharmaceutiques en 1975, puis, après un postdoctorat à l'Institut fédéral de technologie à Zurich, vous revenez travailler à Louvain. 2 rencontres professionnelles avec Christian Deduve, prix Nobel de médecine, et Peter Spacer, pionnier des nanoparticules, vont jouer un rôle déterminant dans l'orientation de vos travaux. Vous êtes convaincu qu'il faut créer des microformes pour faire pénétrer les molécules dans les cellules, ce que vous réussissez à faire dès 1977 grâce à des capsules nanométriques. Toutefois, le polymère utilisé n'était pas dégradé dans la cellule et donc inutilisable chez l'homme. Vous avez alors conçu de nouvelles nanoparticules en tirant parti de la mise au point d'un procédé de colle chirurgical biodégradable. Vous avez associé ces nanoparticules à plusieurs agents anticancéreux, tels que la doxorubicine, et vous avez évalué leurs effets dans différentes pathologies cancéreuses expérimentales. Vous avez démontré l'efficacité de ces nanovecteurs dans des cancers hépatiques résistants à de nombreux médicaments. Les nanomédicaments, grâce à vos recherches, étaient nés. L'essentiel de vos activités de recherche et d'enseignement s'est effectué en France. Et à titre personnel, je me souviens très bien de notre rencontre avec Francis Puisieux, début des années 80, pour améliorer la biodisponibilité d'un antihypertenseur et des suggestions tout à fait originales que vous aviez faites. J'ignorais franchement que nous entrions dans le monde des nanotechnologies. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que le mot existait à l'époque. Vous êtes depuis 1984 professeur de pharmacotechnie et de biopharmacie à l'Université Paris-Sud. Vous avez fondé l'école doctorale Innovation thérapeutique. Vous êtes à la tête d'un important laboratoire CNRS et convaincu de la nécessité de promouvoir les transferts technologiques, vous avez vous-même créé 2 sociétés de biotechnologie. Vos travaux nécessitent de solides connaissances en physico-chimie. Ils requièrent le développement de nouveaux matériaux, une bonne compréhension des cibles biologiques à atteindre. Ils ont été récompensés, entre autres, par le prix Galien de l'innovation thérapeutique l'année dernière. Dans le cadre de la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt, dont vous êtes le 4e titulaire, vous nous familiariserez avec le monde des nanotechnologies intelligentes qui offrent de nouvelles solutions pour le traitement de maladies sévères. Monsieur l'administrateur, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, je suis évidemment très honoré de prononcer cette leçon inaugurale dans ce lieu prestigieux du savoir qu'est le Collège de France. Et je voudrais remercier ici le Collège des professeurs et en particulier Jacques Livage de m'avoir élu à la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt, que je remercie évidemment également au passage. Pour la première fois, mesdames et messieurs, la pharmacie galénique ou pharmacotechnie est à l'honneur et j'en suis particulièrement heureux parce que cette discipline a longtemps, trop longtemps été considérée comme une discipline mineure des sciences pharmaceutiques, plus technologique que scientifique, comme si la technologie n'était pas la clé de voûte de l'innovation thérapeutique. Qui eût cru en effet il y a quelques années encore
que la pharmacie galénique ferait l'objet d'une leçon inaugurale au Collège de France, et surtout, que s'est-il passé depuis lors? Eh bien, il y a eu l'avènement des nanotechnologies, ces nano-objets qui peuvent effectivement transporter, vectoriser, guider les médicaments dans l'organisme. En effet, vous savez qu'au début des années 70, quand j'étais encore étudiant sur les bancs de la faculté de pharmacie de l'Université catholique de Louvain, eh bien, notre professeur de galénique, Michel Rolland, que certains d'entre vous connaissent et pour lequel j'ai d'ailleurs une pensée particulière aujourd'hui, Michel Rolland nous enseignait donc qu'on ne pouvait pas administrer une suspension particulière par voie intraveineuse en raison des risques d'embolie que cela pouvait constituer. Eh bien, aujourd'hui, à l'Université Paris-Sud, à la faculté de pharmacie, à Châtenay-Malabry, j'enseigne exactement l'inverse à mes étudiants, à savoir qu'au contraire, on peut utiliser des suspensions nanoparticulaires pour administrer, pour vectoriser des médicaments dans l'organisme. Alors, vous l'avez compris, le passage finalement de suspensions de quelques dizaines de microns à quelques dizaines, voire quelques centaines de nanomètres, a complètement révolutionné la manière d'administrer le médicament et de le transporter dans l'organisme. Et finalement, je vais dire, l'ambition de cette leçon inaugurale va être de vous montrer en quoi les nanotechnologies, et en particulier les nanotechnologies intelligentes, et vous allez voir ce que j'entends par là, peuvent contribuer en effet à traiter des maladies sévères. Alors, je vous disais que des nanovecteurs, des nanotechnologies pour le médicament peuvent être qualifiés d'intelligents. Eh bien, tout d'abord, pourquoi? En raison de leur taille, parce que ce sont des objets qui sont petits. Si vous regardez l'échelle de taille de la nature en partant des atomes jusque, par exemple, au grain de pollen, eh bien, vous verrez que les vecteurs de médicaments, que ce soit des liposomes, que ce soit des nanoparticules, on reviendra sur toutes ces notions ultérieurement, eh bien, ont une taille qui est exactement intermédiaire entre la taille des virus et la taille des bactéries. Et de ce point de vue-là, du simple point de vue de leur taille, eh bien, vous avez compris que ces nano-objets, finalement, ressemblent aux particules naturelles et que de ce point de vue-là, elles vont être traitées, dans certains cas, par l'organisme comme étant des particules naturelles. En d'autres termes, elles vont être capables de tromper l'organisme, si je puis m'exprimer ainsi. Ces nanovecteurs, grâce à la chimie, on le verra notamment, peuvent être intelligents parce que maintenant nous disposons tout d'abord d'énormément de matériaux et de biomatériaux. C'est vrai que la chimie des matériaux et des biomatériaux a fait des progrès considérables ces dernières années. Les galénistes ont également développé des procédés de préparation qui sont maintenant diverses et variés, et tout cela permet maintenant de développer des nanovecteurs avec des architectures, comme vous le voyez ici, extrêmement variées, extrêmement diverses et adaptées à l'objectif thérapeutique que l'on envisage. Par exemple, comme vous le voyez ici, eh bien, vous voyez qu'on peut utiliser des lipides, et en particulier des phospholipides naturels, qui sont les constituants naturels de la membrane cellulaire, et on peut utiliser ces phospholipides pour former des vésicules phospholipidiques que l'on appelle des liposomes, et suivant les procédés de préparation, eh bien, vous le voyez, on va pouvoir faire des liposomes qui vont être multilamellaires, c'est-à-dire avec plusieurs bicouches de phospholipides, ou au contraire, comme vous le voyez ici, unilamellaires. Il est possible aussi, vous le voyez à ce niveau-ci de la diapositive, d'utiliser des polymères, et en particulier des polymères biodégradables, et que l'on va mettre en œuvre suivant des procédés galéniques extrêmement variés. Par exemple, on va pouvoir former des nanoparticules qu'on va appeler plus spécifiquement des nanosphères lorsque l'on va structurer ce polymère pour avoir, vous le voyez, une nanomatrice polymère dans laquelle le médicament va être dispersé à l'échelle moléculaire. En utilisant le même polymère biodégradable ou les mêmes polymères biodégradables et en faisant, par exemple, comme vous le voyez ici, de la polymérisation interfaciale autour soit d'une nanogouttelette d'huile ou d'une nanogouttelette d'eau, on va pouvoir obtenir ce que l'on appelle des systèmes réservoirs
que nous appelons, vous le voyez, des nanocapsules. Et vous voyez que l'apparence morphologique de ces nanocapsules est bien différente des nanosphères alors qu'on va utiliser le même biomatériau. Alors il est évident que le cœur, la nanogouttelette encapsulée, sera aqueuse ou huileuse, suivant le médicament que l'on va encapsuler, va être soluble dans l'huile ou va être soluble dans les phases aqueuses. Alors, comme l'a montré par exemple Kataoka au Japon, on peut aussi, vous le voyez, utiliser ce que l'on appelle des polymères amphiphiles, c'est-à-dire des polymères qui vont avoir une partie complètement hydrophile et une autre partie complètement hydrophobe, et on va pouvoir former ce que l'on appelle des micelles polymères qui vont avoir une taille à peu près d'une dizaine de nanomètres. Et puis, qu'il me soit permis aussi de faire référence à une collaboration extrêmement récente que nous avons avec l'équipe de Gérard Ferret à l'Institut Lavoisier à Versailles, et qui nous a permis finalement de développer des systèmes nanoporeux hybrides à base, vous le voyez, de carboxylate de fer, dans lequel il est tout à fait possible de définir des tailles de pores qui vont correspondre exactement à la taille moléculaire du principe actif du médicament qui va être invité. Alors, vous le voyez, tout ceci pour vous dire, quand vous regardez toutes ces morphologies de vecteurs en microscopie électronique à transmission ou après cryofracture, eh bien, vous voyez très très bien que l'on va pouvoir, on dispose actuellement d'un arsenal de nanovecteurs qui est extrêmement riche, qui est extrêmement varié et qui est extrêmement divers. Mais je dois vous le dire, tous ces nanovecteurs vont se caractériser tous par deux composants. D'une part, comme je l'ai représenté schématiquement ici, un cœur et également une couronne. Et il est possible à l'heure actuelle, en particulier grâce à la chimie des matériaux et à la chimie de surface, eh bien, il est parfaitement possible d'équiper à la fois le cœur et la couronne de ces nanomatériaux de toute une série de fonctionnalités. Et je voudrais aujourd'hui vous montrer ces fonctionnalités et vous les illustrer par quelques exemples dans le domaine du médicament. Alors, tout d'abord, le cœur peut être utilisé pour rendre les médicaments invisibles et en particulier, vous le voyez, invisibles vis-à-vis des mécanismes de détoxification de l'organisme. Et je voudrais illustrer cela par un développement que nous avons fait au laboratoire il y a déjà quelques années en développant des nanoparticules biodégradables à base de polyalkylcyanoacrylate qui vont encapsuler un médicament anticancéreux qui est la doxorubicine pour rendre ce médicament anticancéreux invisible vis-à-vis des pompes d'efflux et traiter ainsi l'hépatocarcinome que l'on dit MDR résistant, c'est-à-dire qui est résistant à pratiquement tous les traitements. Alors pourquoi est-ce que ces pathologies, cet hépatocarcinome résistant et d'autres tumeurs résistantes sont résistantes à la plupart des traitements? Eh bien, essentiellement, comme vous le voyez dans cette partie-là de la diapositive, parce que beaucoup de ces cellules cancéreuses vont hyperexprimer au niveau de leur membrane ce que l'on appelle des protéines d'efflux, c'est-à-dire notamment la MRP, ou encore comme représenté ici la P-glycoprotéine. Et en fait, ces protéines, elles vont finalement combattre le traitement, c'est-à-dire que lorsqu'on va administrer un médicament que j'ai représenté ici par des petites boules rouges, eh bien, cette protéine va effluer le médicament anticancéreux, vous le voyez, de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. C'est vraiment un mécanisme de détoxification. Et vous le voyez, une illustration de cela, vous le voyez dans la partie droite de la diapositive. Si vous prenez une lignée leucémique tumorale qui est résistante à la doxorubicine et que vous incubez ces cellules cancéreuses avec des concentrations croissantes en doxorubicine, eh bien, vous voyez très clairement que vous n'aurez aucune mortalité cellulaire, quelle que soit la concentration, parce qu'encore une fois, les protéines d'efflux jouent leur rôle et le cancer, les cellules cancéreuses sont totalement insensibles au traitement. Alors, l'idée a été finalement de camoufler la doxorubicine de la reconnaissance par la P-glycoprotéine à l'intérieur, vous le voyez, du nanoréseau polymère de nanosphères biodégradables.
Et de cette manière-là, c'est ce que vous voyez ici en rouge, si on incupe la doxorubicine, mais cette fois-ci, vous le voyez, sous forme de nanoparticules, on va tromper, je dirais, les protéines des flux, et vous voyez qu'on va restaurer en rouge la sensibilité des cellules cancéreuses au traitement, puisque pour des concentrations de l'ordre de 10 à 100 nanogrammes par millilitre, vous voyez que vous allez avoir une mortalité cellulaire. Alors, avec l'équipe de Christian Trépeau et la société BioAlliance dont on a parlé, eh bien, on a regardé si ce concept pouvait effectivement être appliqué in vivo, et en particulier dans le cas de l'hépatocarcinome multidrogue résistant, c'est-à-dire MDR résistant, exprimant le phénotype de la résistance. Et c'est une expérience qui a été faite avec des souris transgéniques qui vont donc développer spontanément un hépatocarcinome. Alors, vous voyez que quand on traite ces souris avec ce médicament anticancéreux, la doxorubicine, qui est piégé dans des nanoparticules de polyisoxyl-cyanoacrylate, que ce soit par analyse tunnel ou par simple comptage histologique, eh bien, vous voyez qu'on va observer un très grand nombre de cellules cancéreuses qui vont entrer en apoptose, c'est-à-dire en mort cellulaire. Si vous traitez ces souris par de la doxorubicine sous forme libre, c'est-à-dire dans la formulation galénique que je qualifierais de traditionnelle, eh bien, vous voyez que vous allez avoir des taux d'apoptose qui sont extrêmement faibles et qui ne sont guère supérieurs significativement à l'administration d'un placebo, c'est-à-dire d'une simple solution glucosée à 5%. Et actuellement, eh bien, comme cela a été dit par Pierre Corvol, cette technologie est développée en essai clinique de phase 2-3 par la société BioAlliance. Alors, on peut encore faire mieux. On peut doter, vous le voyez, le cœur de ces nanovecteurs d'une fonctionnalité non plus d'encapsulation, mais de co-encapsulation de plusieurs médicaments. Vous savez que maintenant, on a des médicaments qui sont de plus en plus spécifiques, qui tapent sur une cible biologique. Eh bien, l'idée ici, c'est de co-encapsuler plusieurs médicaments, plusieurs principes actifs qui vont agir sur des cibles biologiques différentes. Et je reprends mon exemple du traitement du cancer qui est résistant à pratiquement tous les traitements, qui est dit MDR résistant. Et ce que l'on a fait ici, vous le voyez, on a utilisé le même nanovecteur, la même nanosphère, mais on a inclus dans cette nanosphère non seulement le médicament anticancéreux, la doxorubicine, qui, vous le savez, est un intercalant de l'ADN, et donc sa cible clairement, c'est l'ADN de la cellule cancéreuse, mais on y a rajouté de la cyclosporine, et vous savez que la cyclosporine est un substrat de la P-glycoprotéine, et cette molécule va être capable de bloquer la capacité des flux de la P-glycoprotéine. On va donc avoir deux médicaments qui, sur une même maladie, vont agir sur deux cibles différentes. Et vous voyez dans la partie inférieure gauche de cette diapositive que ce concept marche. En effet, encore une fois, si on incube la doxorubicine sous forme libre, on n'a aucune mortalité des cellules cancéreuses. C'est encore ici une lignée leucémique. Si on traite avec les nanoparticules contenant uniquement de la doxorubicine, eh bien, vous voyez qu'on restaure une partie de la sensibilité de ces cellules cancéreuses au traitement. Si on rajoute, vous le voyez, de la cyclosporine dans la nanomatrice, eh bien, vous voyez qu'on va encore gagner, c'est une échelle logarithmique, pratiquement 1 log en termes d'efficacité, et on va redonner, on va acquérir à nouveau, je dirais, une thérapeutique qui est aussi efficace que la doxorubicine sur des cellules, sur la lignée correspondante, mais lorsqu'il n'y a pas de PGP, lorsque ce sont des cellules sensibles. Et donc, vous voyez en quoi l'encapsulation de deux médicaments agissant sur deux cibles différentes peuvent effectivement apporter une amélioration dans la thérapeutique de ces cancers, au moins au niveau préclinique, de ces cancers qui sont dits MDR résistants. Troisième fonctionnalité dont on peut équiper le cœur de ces nanovecteurs pour l'administration du médicament, c'est d'utiliser des biomatériaux. Vous voyez encore l'importance des recherches dans le domaine de la chimie des matériaux, développer des biomatériaux qui vont être utilisés pour permettre la libération du médicament en réponse à un stimulus externe, un stimulus externe. Ce stimulus externe peut être une modification de pH, puisque vous savez que dans certaines tumeurs, on a une toute petite diminution du pH. Ça peut être une modification de la force ionique, ça peut être une modification de la température, ça peut être aussi l'application d'un champ magnétique extracorporel. Et je voudrais vous illustrer ceci par un travail extrêmement récent qui a été fait dans mon groupe par José Luis Arias et Harivardan Lakiredi.
Et l'idée, ça a été de développer des nanoparticules qui sont guidées par un champ magnétique extracorporel. Le concept est simple, on va faire des nanoparticules qui sont sensibles à un champ magnétique extracorporel et on va positionner, comme vous le voyez, un aimant au niveau de la tumeur de manière à attirer ces nanovecteurs avec leur contenu en médicament de manière sélective au niveau de la tumeur. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, tout d'abord, on a utilisé une prodrogue anticancéreuse qui, je vous en reparlerai ici, est en fait un bioconjugué entre un médicament anticancéreux qui est un blockbuster, qui est la gemcitabine, et d'autre part un lipide naturel qui est le squalène. Et quand vous faites ce couplage, je vous l'expliquerai ultérieurement, eh bien, ces bioconjugués de gemcitabine-squalène forment des nanoassemblages d'une manière tout à fait spontanée. On verra plus tard pourquoi. Mais nous avons équipé ces particules, vous le voyez ici, de particules ultra fines, encore beaucoup plus petites, d'oxyde de fer. Alors vous savez que l'oxyde de fer, les oxydes de fer ont, je dirais, deux fonctionnalités, deux caractéristiques importantes. C'est que d'une part, ces particules sont sensibles à un champ magnétique extracorporel, et puis d'autre part, ils donnent un signal en résonance magnétique nucléaire. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, vous le voyez, on a greffé des cellules tumorales par voie sous-cutanée à un animal de laboratoire, une souris en l'occurrence, et puis on va suivre tout simplement le volume tumoral en fonction du temps et en fonction du traitement. Alors, voyez très bien que les animaux qui ne sont pas traités, en noir, ce sont les petites boules noires, eh bien, vous voyez que la tumeur va croître extrêmement rapidement. Si vous traitez maintenant ces animaux par une dose extrêmement faible, de 5 mg par kilo, de gemcitabine sous forme libre, c'est le Gemsar qui est sur le marché à l'heure actuelle, eh bien, vous voyez que cette molécule n'a aucune activité sur cette tumeur expérimentale. Si vous prenez maintenant les nanoparticules de gemcitabine-squalène, mais qui ne sont pas équipées des particules d'oxyde de fer, bien, vous voyez qu'on va ralentir la croissance de la tumeur, donc on a effectivement une activité pharmacologique anticancéreuse, mais vous voyez qu'après une quinzaine de jours, on va de nouveau avoir une augmentation de la croissance tumorale. Si maintenant vous prenez ces mêmes nanoparticules, mais que j'appelle composites parce qu'elles sont constituées de la prodrogue anticancéreuse et des particules ultra-fines d'oxyde de fer, et que l'on positionne un champ magnétique extracorporel au niveau de la tumeur, eh bien vous voyez qu'on va pratiquement faire disparaître la tumeur. Et ce qui est intéressant, c'est que puisque, comme je vous le disais, ces toutes petites particules de quelques nanomètres d'oxyde de fer donnent un signal en imagerie, eh bien on va pouvoir suivre le traitement en imagerie IRM. Vous voyez ici la coupe de la souris qui s'est faite donc à ce niveau-ci. Vous reconnaissez ici la tumeur. On peut zoomer sur la tumeur et vous voyez très bien la masse tumorale des animaux traités par les nanoparticules de prodrogue anticancéreuse contenant les particules d'oxyde de fer, mais lorsque l'on n'a pas mis un champ magnétique extracorporel. Vous voyez que la tumeur est relativement importante après à peu près une quinzaine ou une vingtaine de jours. Vous voyez que si on traite avec les nanoparticules magnétiques, eh bien, vous voyez qu'on a réduit de manière considérable la masse tumorale, et vous pouvez voir les petits points noirs, c'est une diminution du signal T2 en résonance magnétique nucléaire, qui vous montre bien, comme ça a été montré ici en histologie, qu'effectivement, ces particules d'oxyde de fer avec la gemcitabine-squalène sont bien attirées par l'aimant au niveau de la tumeur. Alors, ceci permet de développer un concept qui est, me semble-t-il, extrêmement intéressant et qui est le concept de nanotéragnostic, c'est-à-dire finalement développer des nanovecteurs qui ont une double fonctionnalité, une fonctionnalité pharmacologique finalement de traiter la tumeur, mais également une fonctionnalité d'imagerie et de diagnostic qui permet de visualiser la tumeur, qui permet de suivre le traitement, et évidemment tout ceci ouvre la voie, si on le transpose en clinique, à ce que l'on appelle la médecine personnalisée, puisqu'on pourra imaginer de suivre chez le patient le traitement qui a été effectué, l'arrêter s'il n'est pas efficace ou au contraire le continuer si la tumeur répond bien. Alors, il faut savoir que tous ces vecteurs, tous ces nanovecteurs, lorsqu'ils sont administrés par voie intraveineuse et lorsqu'on ne met pas un aimant extracorporel au niveau de la tumeur, eh bien, ils vont avoir, après injection intraveineuse, une distribution tissulaire qui est tout à fait particulière. Et on peut dire que ça va être
relativement générale pour tous les colloïdes, que ce soit des polymères, que ce soit des lipides, que ce soit des liposomes, des nanoparticules, des oxydes de fer sans aimant. On va toujours avoir, vous le voyez, une concentration importante de ces nanovecteurs injectés par voie intraveineuse, principalement au niveau du foie. Vous voyez très bien les deux lobes hépatiques au niveau de cette autoradiographie. Au niveau de la rate, c'est le petit triangle que vous voyez ici, et dans une moindre mesure au niveau de la moelle, c'est ce que l'on appelle, grosso modo, le système réticulo-endothélial. Alors pourquoi est-ce que tous ces vecteurs vont dans le foie? Eh bien, ils vont dans le foie parce que vous pouvez calculer que si vous administrez 1 gramme de liposome ou de nanoparticules de quelques dizaines ou quelques centaines de nanomètres, vous allez, par un simple calcul de surface-volume, vous allez présenter à l'organisme des surfaces spécifiques qui sont absolument considérables. Et ceci ne va pas être neutre pour l'organisme parce que l'organisme il va réagir et en particulier il va induire l'adsorption, c'est ce que vous voyez ici en jaune, l'adsorption de protéines plasmatiques à la surface de ces nanovecteurs. Et parmi ces protéines plasmatiques, eh bien, vous allez avoir ce que l'on appelle des opsonines. Les opsonines, c'est les fragments FC des immunoglobulines, c'est la fibronectine, c'est le complément qui va être activé. Et finalement, je dirais que c'est une signature immunologique de l'organisme qui désigne ces particules comme étant du non-soi, comme étant finalement des particules exogènes. Et que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, une fois que ces particules ont cette signature moléculaire du non-soi, elles vont être immédiatement reconnues, vous le voyez ici, par des macrophages qui sont localisés au niveau du tissu hépatique, que l'on appelle les cellules de Kupfer, et ces particules, ces nanovecteurs, vont être captés en grande quantité par les cellules de Kupfer. Et vous le voyez très très bien ici, si vous faites une biopsie du foie et que vous regardez en microscopie électronique, eh bien, vous allez voir des quantités considérables après injection intraveineuse de nanoparticules, mais c'est vrai aussi pour les liposomes, à l'intérieur d'endosomes ou de lysosomes de ces fameuses cellules de Kupfer. Alors ça, c'est intéressant, évidemment, quand on veut traiter des pathologies hépatiques, comme l'hépatocarcinome. Il n'est pas neutre, évidemment, qu'on ait choisi l'hépatocarcinome comme, je vais dire, cible thérapeutique de ces vecteurs que j'appelle des vecteurs de première génération. Mais il est évident que quand on veut cibler d'autres territoires biologiques, eh bien à ce moment-là, on est obligé d'éviter cette capture hépatique, puisque ce n'est pas la cible, et de doter la couronne d'une fonctionnalité que j'appelle la furtivité. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, essentiellement d'utiliser principalement des polymères très hydrophiles et très flexibles qui vont être capables d'induire une répulsion stérique vis-à-vis des opsonines et de permettre ainsi une non-reconnaissance par le foie et la vectorisation passive vis-à-vis de tumeurs qui vont être localisées dans d'autres zones, dans d'autres territoires non hépatospléniques de l'organisme. Alors, par exemple, c'est ce que nous avons fait toujours avec ce polymère, ce polyalkylcyanoacrylate, en développant, vous le voyez, en fait, un copolymère amphiphylle, alors désolé, c'est un terme un petit peu barbare, de polyhexadécyl copolyéthylène glycol cyanoacrylate. De quoi s'agit-il? Le nom est compliqué, mais le concept est simple. On a tout simplement un polymère amphiphylle avec une partie très hydrophobe, c'est la partie hexadécyl que vous voyez ici, et une partie très hydrophile, c'est le polyéthylène glycol. Eh bien, quand vous mettez ce polymère amphiphylle dans l'eau, il va s'auto-organiser spontanément avec la partie hydrophobe que vous voyez ici, qui correspond à l'hexadécyl, et dans lequel vous allez pouvoir disperser, encapsuler, entrapper le médicament, et la partie hydrophile qui est le polyéthylène glycol, que vous voyez ici en rouge, et qui va réaliser réellement ce que l'on appelle une répulsion stérique, c'est-à-dire qui va empêcher les protéines plasmatiques, et en particulier les opsonines représentées ici en bleu, de venir s'absorber à la surface de ces vecteurs. Et le résultat, eh bien, il est immédiat, vous le voyez, en termes de pharmacocinétique. Si vous injectez des vecteurs qui ne sont pas décorés par ces polyéthylènes glycols en rouge, ces vecteurs de première génération, captés par le foie, c'est ce que vous voyez ici en jaune, eh bien, vous voyez qu'on va avoir une pharmacocinétique avec une clairance plasmatique extrêmement rapide, tout simplement parce que le tissu hépatique va capter ces particules extrêmement rapidement. En revanche, si vous pégylez ces particules, donc si vous les décorez de polyéthylène glycol, eh bien, vous voyez que ces particules ne vont pas être reconnues par le foie, ou du moins elles vont l'être moins, et elles vont tourner beaucoup plus longtemps dans la circulation générale.
C'est ce que les anglo-saxons appellent des stealth nanoparticules sous liposome. Tout simplement, ce sont des vecteurs furtifs, parce qu'un peu comme les avions furtifs ne sont pas reconnus par les radars au sol, eh bien, ces nanoparticules ou ces liposomes pégylés et furtifs de deuxième génération ne sont pas reconnus par les macrophages du foie et de la rate, et donc ils vont tourner beaucoup plus longtemps dans la circulation générale. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir des nanovecteurs, des nano-objets qui vont tourner ainsi longtemps dans la circulation générale? Premièrement, vous pouvez cibler d'autres compartiments que le foie, notamment tout le compartiment vasculaire et éventuellement, par exemple, traiter des leucémies. Mais à côté de cela, je vais dire que la nature va nous aider. Parce qu'en fait, vous savez qu'au niveau du tissu sain, eh bien, la paroi des vaisseaux est constituée de ce que l'on appelle un endothélium vasculaire qui est jointif, c'est-à-dire, vous le voyez ici, entre les cellules endothéliales, eh bien, il n'y a pas de trou, et donc, par conséquent, ces vecteurs qui tournent longtemps dans la circulation générale ne vont pas pouvoir faire de translocation, d'extravasation au niveau tissulaire. En revanche, vous voyez, quand vous avez une tumeur, eh bien, vous avez évidemment une réaction inflammatoire, vous avez l'arrivée de nombreux macrophages, la libération de cytokines, et donc vous allez avoir une augmentation de la perméabilité de l'endothélium vasculaire, et ces vecteurs, s'ils tournent suffisamment dans la circulation générale, eh bien, vous voyez qu'ils vont pouvoir faire de l'extravasation sélective au niveau de la tumeur, parce que l'endothélium est rendu beaucoup plus perméable. C'est ce que les anglo-saxons appellent l'effet EPR pour Enhanced Retention and Permeability, Enhanced Permeability and Retention Effect. Ça veut dire une augmentation de la perméabilité vasculaire, mais aussi une rétention à l'intérieur du tissu tumoral. Et pourquoi est-ce qu'on a une rétention au niveau du tissu tumoral? Eh bien, essentiellement parce que vous savez que les tumeurs sont caractérisées par un drainage lymphatique. Et si vous présentez le médicament sous une forme particulière, aussi petite soit-elle, eh bien, vous aurez une résidence beaucoup plus importante du médicament sous forme de nanotechnologie, vous le voyez, dans le tissu tumoral. C'est ce que moi j'appelle aussi de la vectorisation passive. Alors, il y a une équipe des collègues japonais qui ont été finalement les premiers à montrer, à visualiser ce fameux effet EPR d'augmentation de la perméabilité vasculaire et de l'accumulation au niveau des tumeurs avec un vecteur de deuxième génération. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris ici des liposomes qu'ils ont décorés de polyéthylène glycol et ils ont encapsulé dans ces liposomes, vous le voyez, un colorant fluorescent qui est de la fluorescéine. Et ils ont injecté ces liposomes pégylés chargés en fluorescéine à des animaux en regardant la distribution de ces nanovecteurs pégylés au niveau du tissu sain et au niveau du tissu tumoral, puisqu'ils avaient greffé par voie sous-cutanée un nodule tumoral, des cellules tumorales chez ces mêmes souris. Alors, vous voyez qu'au niveau du tissu sain, eh bien, on voit que ces liposomes pégylés restent au niveau de l'espace vasculaire, au niveau de la circulation générale. Et vous voyez très clairement qu'au niveau de la tumeur, parce que vous avez cet effet EPR, parce que vous avez cette perméabilité accrue, eh bien, les liposomes vont quitter l'espace vasculaire et au contraire, ils vont diffuser au niveau du tissu tumoral, comme vous le voyez très très bien ici. Encore une fois, c'est de la vectorisation passive. Alors, en particulier avec l'équipe de Gilles Vassal à l'IGR, on a montré que cet effet EPR pouvait être appliqué à des technologies pour le traitement de maladies cérébrales extrêmement sévères, et en particulier une tumeur cérébrale que beaucoup d'entre vous connaissent et qui est le gliome cérébral avec, vous le savez, un très très mauvais prognostic. Alors ici, peu importe, c'est un modèle qu'on appelle le gliome 9L qui est injecté par stéréotaxie dans le cerveau des animaux et on va ensuite préparer ces nanoparticules de deuxième génération marquées au carbone 14 que l'on va injecter par voie intraveineuse à ces animaux et on va ensuite regarder la pénétration cérébrale de ces vecteurs au niveau de la tumeur et au niveau du tissu sain. Alors, vous voyez qu'au niveau de la tumeur, vous voyez les concentrations en radioactivité, puisque le polymère, je vous l'ai dit, est marqué au carbone 14, après 1 heure, après 2 heures, après 4 heures et après 8 heures. Vous voyez très très bien cet effet EPR
de translocation sélective au niveau de la tumeur, mais aussi d'accumulation, grâce à la forme particulière. Vous voyez que si l'on regarde ce qui se passe au niveau de l'hémisphère contralatéral, qui est l'hémisphère sain de l'animal de laboratoire, eh bien vous voyez qu'il n'y a pratiquement, même totalement, aucune pénétration cérébrale. Et donc vous voyez que clairement, par ce biais-là, on peut faire un ciblage sélectif de ces vecteurs de deuxième génération au niveau d'une tumeur cérébrale, essentiellement parce qu'au niveau du gliome, au niveau du nodule tumoral, vous avez une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, comme nous l'avons montré ici avec un colorant, vous le voyez, qui passe uniquement en histologie aux endroits où vous avez effectivement les cellules tumorales. Alors on s'est dit, mais si finalement c'est le processus inflammatoire qui permet d'augmenter la perméabilité vasculaire et de faire passer finalement ces vecteurs pégylés de deuxième génération par vectorisation passive au niveau des tumeurs, ben, ce concept pourrait s'appliquer à d'autres maladies cérébrales qui se caractérisent en effet par une réaction inflammatoire. Et on s'est intéressé en particulier à l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale, qui est une maladie auto-immune du cerveau, qui se caractérise par une très forte réaction inflammatoire, notamment au niveau de la moelle épinière, au niveau du cervelet, au niveau du colliculi. Alors, si vous prenez des nanoparticules de première génération et que vous les administrez à des animaux sains ou à des animaux porteurs de cette maladie, vous n'avez pas de pénétration cérébrale. Si vous prenez des nanoparticules pégylées, comme je l'ai représenté ici, de deuxième génération, que vous injectez par voie intraveineuse à des animaux sains ou contrôle, que vous voyez ici en jaune et en blanc, et si on fait une microchirurgie de tous les tissus cérébraux, eh bien vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucune pénétration intracérébrale. En revanche, si vous faites l'administration des mêmes systèmes nanoparticulaires à des animaux qui sont porteurs de l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale, et c'est ce que vous voyez en rouge, eh bien, vous voyez que vous avez une translocation cérébrale extrêmement importante de ces particules, en particulier au niveau des zones inflammatoires, comme vous le voyez ici, la moelle épinière, qu'elle soit lombaire, thoracique, etc., également le cervelet et le colliculi. Et donc, vous voyez très très bien que c'est effectivement la réaction inflammatoire qui va favoriser la translocation des particules. Alors, en faisant ce que l'on appelle de la microscopie confocale, on a essayé de décortiquer un peu le mécanisme de translocation de ces nanovecteurs au niveau cérébral. Et comme vous le voyez dans la partie inférieure droite de la diapositive, en fait, on a marqué les structures cérébrales avec un anticorps marqué à la rhodamine, ça vous permet de les voir en rouge, et on a marqué les nanoparticules pégylées, tout simplement, avec un colorant fluorescent jaune. Alors, vous voyez que dans le cerveau, après injection intraveineuse, on va retrouver, vous le voyez, un nombre important de nanoparticules, je dirais individuelles, dispersées dans les structures cérébrales. C'est le fameux effet EPR. Mais on a vu également, comme vous le voyez ici, d'autres structures, et en particulier l'association de ces nanoparticules avec des macrophages inflammatoires. Et sans rentrer dans les détails, on a un petit peu décortiqué ce mécanisme, et on a vu qu'en fait, ces macrophages inflammatoires étaient présents dans la circulation générale. Comme on a des vecteurs qui tournent longtemps dans la circulation générale, ces macrophages vont les capter dans l'espace vasculaire. Et puis, vous savez que les macrophages inflammatoires, ils font du homing, c'est-à-dire qu'ils vont filer vers les zones d'inflammation cérébrale, et la translocation par diapédèse de ces macrophages va se faire avec leur contenu, comme vous le voyez ici, en nanoparticules. Et donc, vous voyez que les mécanismes sont un petit peu plus complexes que la simple translocation, si je puis dire, de particules individuelles. Et ceci est intéressant parce que vous savez que les cellules cibles de cette encéphalomyélite auto-immune expérimentale, eh bien, ce sont précisément ces macrophages inflammatoires. Et vous voyez qu'on peut utiliser des nanotechnologies pour effectivement cibler de manière sélective ces macrophages. Alors, on peut aller encore plus loin. Et on peut équiper la couronne, vous le voyez, d'un élément ou de plusieurs éléments de reconnaissance moléculaire de la cible biologique. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va utiliser tout simplement des ligands de manière à permettre
l'adressage moléculaire de ces nanotechnologies et de faire ce que l'on pourrait appeler cette fois-ci non plus de la vectorisation passive, mais de la vectorisation active. Ce ne sont plus des vecteurs de deuxième génération, mais c'est ce que j'appelle, c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler des vecteurs de troisième génération qui sont adressés, je dirais, à l'échelle moléculaire. Alors, je voudrais vous illustrer cela par un travail récent que l'on a fait avec une équipe de neurosciences de l'université ACPT à Ankara, en Turquie, avec l'équipe en particulier de Turkay d'Ankara, qui avait l'habitude, qui travaille dans le domaine de l'ischémie cérébrale et qui avait développé, ou dans tous les cas qui travaillait avec un peptide anti-caspase 3. Vous savez, quand il y a de l'ischémie cérébrale, il y a de la mort cellulaire, donc il y a de l'apoptose, et cela se fait notamment par la voie des caspases, et en particulier de la caspase 3. Malheureusement, quand vous administrez ce peptide par voie intraveineuse, il est totalement inefficace sur l'ischémie cérébrale, parce que d'une part, la molécule est très vite dégradée dans le torrent circulatoire, et d'autre part, parce qu'elle est trop grande, elle est trop hydrophile, elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, donc elle ne rentre pas au niveau cérébral. Et l'idée était de dire, développons des nanovecteurs, cette fois-ci de troisième génération, pour amener ce peptide anticaspase au niveau cérébral. Alors pour cela, on a utilisé un autre polymère, vous voyez qu'il n'y a pas que les polyalkylcyanoacrylates, on a utilisé un polymère naturel, cette fois-ci, qui est le chitosan, qui est un polysaccharide cationique. On a, vous le voyez, couplé à ce chitosan en bleu un polyéthylène glycol pour éviter la capture par le foie, puisqu'on veut évidemment aller au niveau des structures cérébrales. Mais au bout de ce polyéthylène glycol, vous le voyez, on a mis, c'est là ce que vous voyez ici en rouge, une petite molécule de biotine. Vous allez voir pourquoi. Alors, ce polymère est soluble dans l'eau, mais si vous ajoutez un polyphosphate, eh bien, vous allez induire la nanoprécipitation de ce polymère sous forme de nanoparticules de chitosan pégylé avec une biotine à l'extrémité des chaînes de polyéthylène glycol. Là, on est toujours avec un vecteur pégylé de deuxième génération. Alors, on a voulu fonctionnaliser ce vecteur de deuxième génération avec un anticorps monoclonal qui est l'anticorps OX26. Alors, pourquoi l'anticorps OX26 ? Eh bien, parce que, comme vous le voyez dans la partie inférieure gauche de la diapositive, vous voyez qu'au niveau des cellules endothéliales cérébrales, de la barrière hémato-encéphalique, il y a des récepteurs que vous voyez ici en rouge et qui sont les récepteurs de la transférine. Et ces récepteurs, évidemment, ont pour rôle de prendre la transférine de l'espace vasculaire et de l'amener au niveau cérébral par translocation via les cellules endothéliales cérébrales. Et l'idée, ça a été d'utiliser un anticorps qui est l'anticorps OX26 et qui va reconnaître sélectivement ce récepteur cérébral pour finalement utiliser ce récepteur cérébral comme port d'entrée pour faire rentrer ces nanovecteurs au niveau cérébral. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a pris cet anticorps OX26 que vous voyez ici, on l'a couplé tout simplement à de la streptavidine. Pourquoi ? Parce que vous le savez, d'un point de vue chimique, la biotine et la streptavidine sont des molécules qui s'adorent, elles ont une constante d'affinité extrêmement importante, et vous voyez qu'on peut faire un véritable Lego, c'est-à-dire qu'on prend ces nanoparticules pégylées et biotinylées, on ajoute l'anticorps streptavidinylé et on obtient un vecteur de troisième génération qui est décoré par l'anticorps monoclonal OX26 qui va reconnaître le récepteur de la transférine. Alors, encore faut-il le montrer expérimentalement, et pour cela, vous le voyez, on a mis à l'intérieur du cœur de ces nanovecteurs un colorant fluorescent, on a injecté cela à des animaux de laboratoire sains, et vous voyez qu'on a retrouvé des quantités considérables de particules fluorescentes au niveau du cerveau. Juste pour vous dire que si on utilise ces particules, ces nanovecteurs de deuxième génération, qui ne sont pas décorés par l'anticorps OX26, et si vous refaites la même expérience, vous ne voyez rien du tout, ce qui vous montre bien que le ligand est fondamental pour le passage transendothélial au niveau de la barrière hémato-encéphalique de ces particules. Et ceci a été confirmé tout simplement en faisant des biopsies cérébrales et ensuite en faisant de la microscopie électronique à transmission. Alors vous retrouvez très bien ici l'espace vasculaire, vous voyez très bien les cellules endothéliales de la barrière hémato-encéphalique et vous voyez que dans ces cellules endothéliales, vous avez des quantités considérables de nanoparticules, donc qui ne sont pas passées par un mécanisme paracellulaire, mais qui sont bien passées par un mécanisme que l'on peut qualifier de transcellulaire.
Alors ensuite, on a regardé évidemment si ça marchait sur l'ischémie cérébrale. Alors pour cela, on va tout simplement induire une ischémie cérébrale chez le rat en clampant l'une des deux carotides, carotide droite ou carotide gauche, et on va induire donc une zone ischémiée dont on peut mesurer le volume. Alors vous voyez ici, les animaux non traités vont représenter un volume d'ischémie cérébrale qu'on peut parfaitement mesurer. Si vous traitez ces animaux, alors soit par le peptide anticaspase sous forme libre d'une simple solution, soit par des nanoparticules, mais qui n'ont pas l'anticorps monoclonal OX26, eh bien vous voyez que vous n'allez pas guérir ou dans tous les cas améliorer la situation de ces animaux. Le volume de l'infarct cérébral est à peu près le même. En revanche, si vous prenez des nanoparticules qui vont encapsuler le peptide anticaspase 3 à 2 doses, comme vous le voyez ici, 50 nanogrammes et 188 nanogrammes, mais dans des particules qui sont fonctionnalisées par ce fameux anticorps OX26, eh bien, vous voyez de manière extrêmement claire que vous allez réduire de manière tout à fait significative le volume de l'infarct, pratiquement même à moitié du volume de l'infarct pour les animaux non traités. Et ceci se traduit également sur le plan du score que l'on obtient en termes cliniques, puisque vous savez qu'on peut donner un score. Les animaux en particulier qui ne sont pas traités, eh bien, ils vont avoir une paralysie totale de l'espace du flanc contralatéral par rapport à l'endroit où l'ischémie cérébrale a eu lieu. Vous voyez que le peptide seul et la nanoparticule sans anticorps OX26 n'améliorent pas du tout le score neurologique de ces animaux, et par contre, vous voyez que les nanoparticules qui sont fonctionnalisées par l'anticorps OX26 et qui contiennent le peptide anticaspase vont en effet voir leur score clinique très largement amélioré. Mesdames, Messieurs, j'espère vous avoir convaincu qu'en effet, de grands progrès ont été faits dans le développement des nanotechnologies pour le médicament. Il y a de plus en plus de publications dans le domaine. On peut évidemment s'étonner du peu de nanomédicaments qui ont été mis sur le marché à l'heure actuelle. Ils sont grosso modo une petite dizaine, même un petit peu moins qu'une petite dizaine. À quoi cela est-il dû ? Alors que derrière, il y a quand même une recherche fondamentale d'excellent niveau dans de très nombreux pays d'ailleurs. Eh bien, c'est parce que d'importants verrous technologiques demeurent. Et à mon sens, ces verrous technologiques sont principalement de deux ordres. Le premier ordre, c'est ce que l'on appelle le burst release, c'est-à-dire la libération non contrôlée du médicament avant d'avoir atteint le site d'action. En effet, les galenistes savent très bien que quand on dit que l'on encapsule tant de pourcents d'une molécule biologiquement active dans des liposomes ou dans des nanoparticules, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une fraction du médicament qui est vraiment piégée dans la nanomatrice polymère ou encapsulée, mais vous le voyez comme je l'ai représenté ici, vous avez une fraction importante du médicament qui va être absorbée en surface. Et quand vous allez administrer ce type de nanovecteur, vous comprenez bien qu'au niveau du torrent circulatoire, vous allez avoir une compétition avec la très grande quantité des protéines plasmatiques qui sont présentes dans le torrent circulatoire, et vous allez avoir une désorption immédiate, extrêmement rapide, vous le voyez, de ce médicament qui est simplement absorbé en surface. C'est ce que les anglo-saxons appellent le burst release, c'est ce que nous, les francophones, nous pourrions appeler la libération immédiate et non contrôlée par la cible pharmacologique. En d'autres termes, le médicament va être libéré avant d'atteindre le site d'action. C'est un premier problème. Deuxième problème, c'est ce que j'appelle le taux de charge. Alors le taux de charge, c'est facile à comprendre, c'est tout simplement la quantité de médicaments par rapport à la quantité de vecteurs. C'est combien de milligrammes de médicaments sont vectorisés par combien de milligrammes de lipides, de polymères biodégradables, etc. Et quand on atteint un taux de l'ordre de 5%, 5 mg de médicaments pour 100 mg de matériel vecteur, en général, on est assez satisfait. Alors, ça pose un petit problème parce que, ou bien, vous le voyez, la quantité de médicaments administrés va être insuffisante. Dans tous les cas, les concentrations médicamenteuses au niveau du site d'action vont être insuffisantes et on aura évidemment une faible efficacité, voire une inefficacité sur le plan thérapeutique. Alors vous allez me dire, mais on peut administrer des quantités beaucoup plus importantes, mais alors il va être nécessaire d'administrer des grandes quantités de matériel vecteur. Vous comprenez, comme je vous l'ai montré, que ces matériels vecteurs vont se concentrer à l'intérieur des cellules
en particulier des macrophages. Vous allez avoir donc ce que l'on appelle des thésaurismoses intracellulaires, avec des risques évidemment de toxicité et d'effets secondaires. Et ça, c'est le taux de charge, c'est vraiment, je dirais, le deuxième verrou technologique que nous devons résoudre. Et c'est dans ce contexte-là que très récemment, nous avons eu dans mon groupe une approche que je pourrais qualifier de biomimétique et qui consiste à coupler des petites molécules médicamenteuses, anticancéreuses ou antivirales, à un lipide naturel qui est le squalène. Pourquoi est-ce que je dis que c'est biomimétique? Eh bien, tout d'abord parce que le squalène, dont vous avez la formule chimique ici, alors certains d'entre vous vont tout de suite reconnaître que c'est finalement un cholestérol ouvert, eh bien, le squalène, en fait, est effectivement un précurseur de la biosynthèse du cholestérol. Nous en avons tous dans notre organisme, et en fait, ce squalène pourrait être cyclisé d'abord en lanostérol et puis ultérieurement en cholestérol. Eh bien, vous le voyez, il doit rentrer dans la poche hydrophobe d'une enzyme qui est représentée ici en vert et jaune et que l'on appelle en fait l'oxydosqualène cyclase. C'est elle qui va cycliser le squalène. Et le squalène, pour pouvoir rentrer dans cette poche hydrophobe, eh bien, il doit adopter une conformation moléculaire extrêmement compacte et extrêmement condensée. Et l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser justement cette caractéristique physico-chimique compacte du squalène pour y fixer un certain nombre de molécules médicamenteuses et pour former des nanomédicaments. Et on a appliqué ce concept que j'appellerais de squalénisation tout d'abord à des analogues nucléosidiques. Alors pourquoi des analogues nucléosidiques? Eh bien parce que vous le savez, ce sont des molécules qui ont une activité tantôt anticancéreuse, tantôt antivirale. Le représentant des anticancéreux, c'est la gemcitabine, dont on va reparler. Le représentant des antiviraux, c'est l'AZT que vous connaissez tous, le DDI, le DDC. Ces molécules ont donc je dirais, un très très gros potentiel thérapeutique, mais avec un certain nombre d'inconvénients. Premier inconvénient majeur, c'est que ces molécules sont métabolisées extrêmement rapidement. Et comme vous le voyez ici avec la gemcitabine, eh bien, lorsqu'on va faire l'administration intraveineuse de cette molécule, les désaminases plasmatiques vont extrêmement rapidement désaminer la gemcitabine et la transformer en difluorouracile qui est totalement inactif. C'est d'ailleurs pour ça que les patients doivent avoir des perfusions longues à l'hôpital pour maintenir des concentrations en gemcitabine constantes. Bref, ces molécules se caractérisent par un temps de demi-vie plasmatique extrêmement court. Elles sont toutes plus ou moins peu ou prou hydrophiles. Ça veut dire qu'elles diffusent mal à travers la plupart des barrières biologiques et en particulier à travers la membrane cellulaire. Beaucoup d'entre elles ne peuvent rentrer que par un transport actif. Alors, toutes ces molécules, vous le savez, l'AZT en est un exemple, mais la gemcitabine aussi, induisent des résistances et elles ont des effets secondaires importants comme les lipodystrophies, etc., avec le DDI, le DDC et l'AZT. Et donc, l'idée, c'était de coupler ces molécules au squalène. Alors, encore une fois, la chimie est tout à fait capitale. On est parti, vous le voyez, de l'acide squalénique et on a couplé la fonction acide au niveau de la fonction aminée sur l'hétérocycle de la gemcitabine pour obtenir un bioconjugué que l'on va appeler la gemcitabine squalène. Et si vous faites un calcul des poids moléculaires entre le squalène, qui est finalement le transporteur, et la gemcitabine, qui est la molécule active, eh bien vous voyez qu'on atteint des taux de charge qui ne sont plus de 5%, mais de 50%. On a fait finalement un saut de 1 log en termes de charge de ces nanomédicaments. Alors, ce bioconjugué, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que quand vous le mettez dans de l'eau, eh bien, il va s'auto-organiser de manière totalement spontanée, sous forme de nanoparticules de 100 à 150 nanomètres. Alors, on s'est dit, mais pourquoi limiter cette technologie à une molécule qui est intéressante, qui est la gemcitabine, et pas à d'autres analogues nucléosidiques? Et on a refait, vous le voyez, le même couplage avec un anti-HIV qui est le DDC. On a à nouveau utilisé la fonction aminée sur l'hétérocycle pour obtenir le DDC squalène. Et vous voyez que quand on met ce bioconjugué dans l'eau, eh bien, on a également des nanoparticules d'une centaine de nanomètres de manière tout à fait spontanée. Par auto-organisation supramoléculaire, on y reviendra. Et puis on s'est dit, mais si on couple maintenant le squalène, non plus sur l'hétérocycle, mais sur le sucre. Alors vous voyez, ça on l'a fait ici avec le DDI, qui n'a pas de fonction aminée. Et donc, on a couplé l'acide squalénique au niveau du groupement hydroxyle en 5' du sucre pour former le DDI squalène
qui, dans l'eau, donne à nouveau des nanoparticules d'une centaine de nanomètres. Et puis on s'est amusé avec, vous le voyez, l'AZT, la cytarabine qui est un anticancéreux, et même une base comme la thymidine. On obtient systématiquement des nanoparticules d'une centaine de nanomètres. Alors on a voulu essayer de comprendre pourquoi ce squalène était capable d'induire cette auto-organisation très particulière. Et en collaboration au sein de notre unité avec l'équipe de Michel Olivon, à l'époque pour lequel j'ai ici aussi également une pensée, et Claudie Bourgault, on a fait ce que l'on appelle une étude de structure pour voir comment ces molécules de gemcitabine squalène faisaient du stacking et s'auto-organisaient sous forme supramoléculaire. Et on a fait tout d'abord la cryomicroscopie. Et vous voyez qu'en regardant les profils de cryomicroscopie, on était très étonné de voir que l'on avait réellement une organisation supramoléculaire de ces bioconjugués qui forment, vous le voyez, des plans réticulés parallèles qui sont en fait des colonnes parallèles. Et vous voyez que sur d'autres profils en cryothème, eh bien, on voit qu'on a des petits points. Alors pourquoi est-ce qu'on a des petits points? C'est tout simplement lorsque les colonnes, lorsque les plans réticulés ont leur axe qui est dans le même axe que votre regard. Et évidemment, vous voyez uniquement les colonnes par le haut. C'est la raison pour laquelle on voit des petits points. Ensuite, donc, on a finalement zoomé le cœur de cette particule de manière à comprendre un petit peu mieux à l'échelle moléculaire ce qui se passait. Et on a fait de la diffraction aux rayons X aux petits angles, au rayonnement synchrotron. Et on a confirmé par des raies de diffraction qu'on avait effectivement une organisation supramoléculaire. Et en indexant ces raies, eh bien, on a vu que cette organisation supramoléculaire, elle était très particulière et elle correspondait à ce que l'on appelle à une phase hexagonale. C'est-à-dire que les bioconjugués de gemcitabine squalène vont former des colonnes qui vont se positionner, vous le voyez, aux 6 angles d'un hexagone et au centre. C'est ce qu'on appelle des phases dites hexagonales. Et on peut même mesurer par diffraction rayon X aux petits angles la distance entre deux colonnes, ou la distance ici entre deux plans réticulés, qui est égale, vous le voyez, à 87 angstroms. Alors, avec mon ami Jacques Poupart à l'Université catholique de Louvain, vous voyez que j'ai gardé des amours là-bas, eh bien, on a fait de la modélisation moléculaire, parce qu'il y avait une chose qu'on ne savait pas. Si vous regardez le modèle moléculaire de la gemcitabine squalène, vous voyez ici la partie squalène, qui est la partie purement lipophile. Vous voyez ici la partie gemcitabine, qui est la partie hydrophile, et vous reconnaissez en jaune, pour ceux qui ont des bons yeux, les 2 atomes de fluor. Et ce qu'on ne savait pas, c'est est-ce que le squalène va être orienté à l'extérieur des colonnes ou à l'intérieur des colonnes. Et pour ça, on a fait de la modélisation moléculaire. Et vous voyez qu'on a obtenu ce type d'architecture. On a confirmé qu'on obtenait effectivement des colonnes avec une distance qui correspond à peu près, sur le plan de la modélisation, à 90 angstroms. Et on a pu mesurer sur le plan thermodynamique que la stabilité supramoléculaire de ces édifices était due en fait d'une part, vous le voyez, à des interactions hydrophobes entre les parties squalènes du bioconjugué et d'autre part des ponts hydrogènes au niveau de l'analogue nucléosidique, au niveau de la partie gemcitabine. Et c'est ça qui fait l'organisation supramoléculaire. Et ce qui est intéressant, c'est que si on ajoute des molécules d'eau au système, vous voyez les atomes d'oxygène ici en rouge, eh bien l'eau va se mettre au centre des colonnes, et donc on a bien ce que l'on appelle une phase hexagonale inverse. Alors vous allez me dire, mais d'un point de vue biopharmaceutique, quel est l'intérêt de tout ceci? Eh bien, on a étudié tout d'abord la stabilité de ces organisations supramoléculaires sous forme de nanoparticules dans le plasma, puisque je vous l'ai dit, on veut éviter que la libération du médicament se fasse rapidement dans le plasma. Si vous incubez dans du plasma à 37 degrés la gemcitabine sous forme libre, eh bien vous voyez qu'elle va se dégrader extrêmement rapidement par désamination. Si vous incubez maintenant la gemcitabine sous forme de nanoparticules squalénées, vous voyez qu'on est parfaitement stable pendant, je dirais, toute la durée de l'expérience. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que la gemcitabine est libérée? Eh bien, ça c'est l'expérience qui a été faite ici dans la partie inférieure de la diapositive. En fait, on a pris des cellules cancéreuses, on a prélevé les catepsines B et D, parce que vous savez que les catepsines B et D sont des enzymes intracellulaires qui sont en très grande quantité hyperexprimées, notamment au niveau de certaines cellules cancéreuses, surtout la catepsine B. Et on a vu qu'en présence de ces enzymes intracellulaires, eh bien, le bioconjugué de gemcitabine squalène était hydrolysé au niveau de la fonction amide.
Et donc, vous voyez que la libération de la gemcitabine n'est plus en burst release dans le torrent circulatoire, mais elle est activée, vous le voyez, par les catepsines intracellulaires. Alors ça, c'est du vitro. Qu'est-ce qui se passe maintenant in vivo? In vivo, on va tout simplement administrer ces thérapeutiques, ces technologies, par voie intraveineuse à des animaux de laboratoire, peu importe ici à la dose de 15 mg par kilo. Et vous voyez qu'en vert, on a d'abord administré la gemcitabine sous forme libre. Alors, j'attire votre attention sur le fait que l'ordonnée en pharmacocinétique est toujours logarithmique, hein, donc les différences sont importantes. Vous voyez que la gemcitabine va être dégradée extrêmement rapidement, il y a une clairance plasmatique extrêmement rapide. Et vous voyez qu'en bleu, lorsqu'on a injecté les nanoparticules de gemcitabine squalène, on a des concentrations plasmatiques qui sont pratiquement 100 fois supérieures à celles qui sont obtenues avec la gemcitabine sous forme libre. Et tout ceci va se traduire par une activité thérapeutique tout à fait spectaculaire. En effet, on l'a fait sur toute une série de tumeurs expérimentales. Je vais simplement, parce que le temps me manque, vous montrer un exemple avec une leucémie murine qui est la leucémie L1210, le modèle IV-IV, c'est-à-dire qu'on va injecter les cellules tumorales par voie intraveineuse et puis on va traiter les animaux par voie intraveineuse avec les différents traitements. Alors, il faut savoir que c'est une leucémie qui est extrêmement agressive parce qu'elle va développer extrêmement vite des métastases qui vont être au niveau des principaux organes profonds, notamment poumons, rate, foie, rein. Et vous voyez que les animaux qui sont non traités, c'est ce que vous voyez en bleu, eh bien, très rapidement, ils vont perdre du poids. Et vous voyez que si on suit la courbe de mortalité, eh bien, tous ces animaux vont mourir après une vingtaine de jours. Si vous traitez ces animaux maintenant par le médicament qui est sur le marché, à savoir la gemcitabine, à la dose de 100 mg par kilo, qui est la dose maximale tolérée, eh bien, vous voyez que le médicament est quand même efficace parce qu'on va augmenter de pratiquement 100% ce que l'on appelle la survie moyenne des animaux, puisque vous voyez qu'ils vont tous mourir après 40 jours et non plus après 20 jours, comme représenté avec les animaux non traités. Si vous traitez maintenant par voie intraveineuse ces animaux avec les nanoparticules de gemcitabine squalène à une dose 5 fois moindre de 20 mg par kilo, eh bien vous voyez en rouge que l'on va avoir 75% de survivants long terme, c'est-à-dire des animaux qui sont totalement guéris. Et ce qui est intéressant, c'est que si par contre vous injectez en brun des nanoparticules de squalène sans gemcitabine, c'est le témoin, vous n'avez évidemment aucune activité anticancéreuse. Alors on s'est demandé si cette technologie pouvait également être efficace sur ce que l'on appelle les tumeurs solides. Et on a voulu utiliser la même tumeur pour avoir la même sensibilité des cellules à la gemcitabine. Mais cette fois-ci, vous le voyez, on a fait un modèle SCIV, c'est-à-dire que les cellules tumorales ont été injectées, vous le voyez ici, par voie sous-cutanée, et en bleu, au niveau des animaux non traités, on va suivre l'évolution de la masse tumorale. Si vous traitez les animaux par une dose de 100 mg par kilo, ce qui est considérable de gemcitabine sous forme libre, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas de différence par rapport aux animaux non traités. Ça veut dire qu'en effet, cette tumeur est résistante à la gemcitabine. Si vous traitez maintenant avec les nanoparticules de gemcitabine squalène à la dose de 20 mg par kilo, eh bien vous voyez en rouge que dans un premier temps, vous allez avoir une réduction de la masse tumorale. Et vous voyez qu'après 10 jours, comme vous le voyez ici au niveau de cette photo, eh bien, la tumeur a totalement disparu. Alors, on ne va pas uniquement mesurer des masses tumorales, mais on va faire aussi de l'histologie et surtout de l'immunohistochimie. Vous voyez qu'en histologie, on confirme totalement que la gemcitabine n'a aucune activité par rapport aux animaux contrôles, alors que les nanoparticules de gemcitabine squalène, vous le voyez, ont débarrassé pratiquement tout le tissu des cellules cancéreuses. Vous voyez qu'en immunohistochimie, on a en fait mesuré l'expression de l'antigène nucléaire Ki67 qui s'exprime au niveau des membranes cellulaires quand ces cellules sont en prolifération rapide. Ce sont les cellules que vous voyez ici en brun et en noir. Vous voyez en effet à nouveau que la gemcitabine n'a pas amélioré d'un point de vue immunohistochimique le traitement, alors que par contre, vous le voyez, il n'y a pas photo, les nanoparticules de gemcitabine squalène ont contribué à débarrasser l'animal de pratiquement toutes ces cellules cancéreuses. J'espère, mesdames et messieurs, vous avoir convaincu, au moins partiellement, que les nanotechnologies pour le transport et la vectorisation des médicaments
sont en effet des nanosystèmes qui peuvent être qualifiés d'intelligents. Pourquoi intelligents? Eh bien parce qu'ils sont capables de camoufler et de protéger le médicament de l'environnement biologique et en particulier des mécanismes, comme je vous l'ai expliqué, de détoxification. Il est possible de développer des nanovecteurs afin de contrôler la libération de la molécule active par un stimulus externe qui peut être une modification de pH, je ne vous en ai pas parlé, qui peut être un champ magnétique, des ultrasons également, bref, toute une série de stimulus. Ces nanovecteurs, s'ils sont pégylés de deuxième génération, permettent, vous l'avez vu, d'échapper à la reconnaissance immunologique par le système réticulo-endothélial. Et surtout, si vous les équipez par des ligands spécifiques, eh bien, il est possible d'adresser le médicament de manière extrêmement sélective à l'échelle moléculaire au niveau du site d'action. Alors, quels sont les futurs challenges? Parce qu'il est important, évidemment, de penser à l'avenir. Eh bien, à mon sens, ils sont principalement, bon, pas uniquement, mais principalement au nombre de 3. Le premier, c'est, et je vous l'ai illustré, je pense, la nécessité d'utiliser les nanotechnologies et les nanovecteurs pour le contournement des résistances. Vous savez que dans la thérapeutique moderne, on a des molécules qui sont de plus en plus spécifiques sur une voie de signalisation. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que ce sont des produits qui sont moins toxiques. L'inconvénient, c'est que la nature, elle a des voies de contournement et on voit de plus en plus vite apparaître des phénomènes de résistance. Eh bien, je suis convaincu qu'actuellement, à la fois dans le domaine des cancers et des maladies infectieuses, le fait de formuler correctement le médicament, notamment sous forme de nanotechnologie, va permettre de développer des stratégies de contournement de ces résistances. Deuxième domaine, deuxième futur challenge, c'est celui finalement du développement des nanotechnologies, je vous en ai parlé, pour le théragnostic ou le nanotéragnostic, où chez le patient, on pourra à la fois faire de la thérapeutique, mais aussi du suivi du thérapeutique par le diagnostic et la médecine personnalisée. Et enfin, je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui, et c'est dommage parce que c'est un domaine qui est extrêmement important, mais dans les cours, il y aura notamment Jean-Paul Bert qui nous fera un exposé dans ce domaine-là, c'est l'utilisation des nanotechnologies comme alternative aux vecteurs viraux pour faire de la thérapie génique, c'est-à-dire, comme vous le voyez ici, pour transfecter à l'intérieur de la cellule des gènes ou des petits oligonucléotides antisens ou encore des petits ARN interférents. Alors évidemment, tout ce travail que je vous ai présenté, il est clair que ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'une équipe et même de nombreuses équipes. Je voudrais remercier tout d'abord, vous le voyez ici, tous les collègues de l'UMR 8612, que ce soit les thésards, les postdocs, les chercheurs statutaires, qui ont collaboré peu ou prou à l'un ou l'autre exemple que je vous ai montré aujourd'hui pour illustrer ce que peuvent être les nanomédicaments dans l'arsenal thérapeutique d'aujourd'hui. J'espère que je n'ai oublié personne. Je voudrais également remercier les collègues d'autres laboratoires avec lesquels nous avons des collaborations extrêmement fructueuses. Une mention particulière pour le groupe de Didier Desmaël et pour les polymères de Jean D'Angelo, parce qu'effectivement, sans chimie, vous l'avez compris, il n'y a pas de nanotechnologie. Des collègues étrangers comme l'équipe de Luigi Cattel à Turin pour l'affaire du squalène, également le groupe de Turcay d'Alcara Ilmaz Çapan en Turquie. Un grand merci aussi à l'équipe de Gérard Ferret dont j'ai mentionné notre récente collaboration, Gilles Vassal et Christian Trépeau pour certains modèles de tumeurs expérimentales et Brigitte Gillet de Paris Sud maintenant pour les aspects d'imagerie. Je ne voudrais pas oublier également ceux qui, dans ma carrière, m'ont appris un certain nombre de choses. Je n'oublie pas mon patron de thèse, Michel Roland, qui m'a donné le goût de la recherche. Je n'oublie pas Peter Speiser, qui pour des raisons de santé n'a pas pu venir aujourd'hui, de l'École polytechnique de Zurich, qui m'a sensibilisé à tous les aspects, je dirais, de valorisation de la recherche en prenant des brevets. Je n'oublie pas non plus Francis Puisieux, qui est ici présent, je le sais, et qui m'a appris finalement comment manager une équipe et comment faire, je dirais, de la stratégie scientifique. Ce n'est peut-être pas l'habitude, mais je voudrais terminer en remerciant mon épouse, parce que je pense que sans elle, eh bien, ma contribution aux nanomédicaments n'aurait probablement pas existé. Merci Cécile. Et je vous remercie de votre attention.